Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Mes trois invités sont restés avec moi. Khalid Hamdani, vous êtes le directeur de l'Institut Éthique et Diversité. Mohamed Jaït, vous êtes membre, donc secrétaire local de la Voix démocratique, un parti d'opposition marocain. Et Brice Nzamba, avocat analyste politique. Merci à vous d'être restés avec moi. Pour comprendre pourquoi le Maroc, qui investit tant dans le reste du continent, est encore secoué par une crise sociale interne, peut-être faut-il remonter aux origines de la crise, comme le fait ce sujet de la rédaction signée Aïssatou Diamanka Beslan. Commence le 28 octobre 2016, quand Houssine Fikri, 31 ans, un vendeur de poissons, est mort broyé par une benne alors qu'il tentait de récupérer sa marchandise, des poissons illégalement pêchés, jetés dans le camion à ordures par les policiers. Arrive alors en riposte la naissance d'Al-Irak, un mouvement citoyen aux revendications sociales, politiques et économiques, né au lendemain de la disparition tragique du vendeur de poissons. Contestation pacifique suivie par des promesses politiques, soldée par des répressions policières, vient ensuite un désaveu royal et cinglant de membres du gouvernement. Retour sur les origines de la crise du Rif. Le Rif, une région montagneuse quasi-insulaire, est la province la plus densément peuplée du Maroc. Deux soulèvements ont déjà marqué l'histoire de cette région, de 1958 à 1959, lors de la révolte du Rif, avec comme réponse une répression brutale, soldée par une mise à l'écart volontaire de l'État marocain sous le régime d'Hassan II. En 1984, durant les émeutes du pain, les Rifins font encore face à un pouvoir qui ne cède pas. Encore plus récent, en 2011, durant le printemps marocain, c'est la seule région où il y a eu des pertes humaines. Les revendications des Rifins sont simples. Ils demandent au gouvernement le développement économique de leur région. La liste générale qu'ont sorti tous les manifestants et qu'ont utilisé les leaders de la mouvance qu'on appelle au Maroc Hirak, c'est la mouvance du Rif, est une liste purement économique et sociale. Les seules ressources économiques de la région proviennent de l'argent de l'immigration, de la contrebande, de l'agriculture et surtout de la culture du kiff, dont le privilège leur avait été accordé par le père d'Hassan II. L'autre activité principale, la pêche, est en chute libre et la région souffre de problèmes économiques accrus, de manque d'infrastructures et fait face à un chômage de masse. Les Rifins sont très liés à leur liberté, à leur honneur, à leur, comme Bouazizi l'a dit en Tunisie, à leur dignité. Et or, cette dignité est en train de s'essouffler parce que du point de vue économique, ils ne sont pas valorisés. Et du point de vue politique, comme ils commencent à bouger, évidemment, certains n'apprécient pas cela. Les manifestations pacifiques au début vont être de plus en plus marquées par des échauffourées. Nasser Zefsafi, leader du mouvement, sera arrêté par les forces de l'ordre ainsi que 25 autres personnes. Ils sont accusés par la majorité gouvernementale de séparatisme, une sortie qui accentue la colère des manifestants et qui intensifie leur lutte. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il est essentiel de faire, c'est de distribuer, de redistribuer les richesses du Maroc dans l'ensemble des régions et notamment dans la région du Rif et d'entendre de façon un peu plus concrète et matérialisée les revendications de ces habitants de cette partie du Maroc. Après une grâce royale avec la libération de nombreuses personnes, dont 40 détenus du mouvement Al-Irak, dernière action du roi Mohamed VI en faveur des contestataires à quelques jours de la commémoration de la mort de Houssine Fikri, et face au rebondissement des contestations, 3 ministres ont été limogés le mardi 24 octobre 2017, celui de l'éducation, de la santé et de l'habitat. La cause: des manquements et du retard dans la mise en place du programme de développement doté d'une enveloppe de 600 millions d'euros pour la période 2015-2019 au profit de la ville d'Al-Hoceima. Mohamed Jaït, quand on scrute la trajectoire de la grogne sociale dans le Rif et les différentes mesures qui ont été prises, on se rend compte que le roi est dans une approche, le roi Mohamed VI est dans une approche tout à fait différente et innovante. C'est quelque chose que vous pouvez reconnaître au moins. Là, on assiste au fait que le roi prend à bras le corps enfin la question du Rif et veut la résoudre.
Ce volontarisme politique, on peut quand même le reconnaître, le relever? Peut-être je répondrai à ça, mieux vaut tard que jamais. C'est que là, la contestation du RIF a duré quasiment 10 mois d'existence depuis le 28 octobre 2016 jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on est à une année. Ça s'est calmé. On est à une année. Et là, après une année, il y a le roi qui limoge 3 ministres. Si on voit un peu la chose, c'est que les manifestants, ils ont manifesté pendant 8 mois pacifiquement. La réponse qui a été donnée à ces manifestants, c'était l'arrestation des activistes, d'un certain nombre d'activistes. D'ailleurs, les dossiers juridiques de ces activistes, ils sont vides de contenu. Trouvez-vous? Ils sont vides Mohamed, déjà été... Mais là, dites-moi, oui. Quand on est dans une situation de crise, où l'ordre public est menacé, où des violences sont exercées sur des biens publics et sur des personnes, on peut comprendre quand même que les forces de l'ordre interviennent pour restaurer, ne serait-ce que d'abord l'autorité de l'État. Ça, on ne peut pas le négocier, on est d'accord là-dessus. Parlons de ce qui s'est passé. Oui, s'il vous plaît. Si vous voyez en fait les rapports, si vous lisez les rapports des organisations de défense des droits humains, soit des organisations locales ou internationales, oui. Si vous regardez les témoignages, les vidéos et tout, vous voyez en fait les manifestants manifester à Al-Hoceima, dans le RIF, et en plus, ils protègent les biens publics. Ils protègent les biens publics, c'est les manifestants. Mais des individus qui ont fait irruption dans des mosquées et qui ont violenté... Pendant 8 mois, ce qui s'est passé en fait dans la mosquée... C'est un exemple. Alors attendez, oui. Je vous explique ce qui s'est passé dans la mosquée. Dans la mosquée, il y avait la prêche de chaque vendredi. Le imam, en fait, il commence à se lancer dans un discours contre le Hirak, contre le mouvement de contestation dans le RIF. La liberté d'expression aussi. La liberté d'expression. Il a le droit d'exprimer son opinion. Ah non. Ah non, il n'a pas le droit. Non, mais bien sûr, dans la rue, il peut le faire. Mais il est dans une situation particulière. Il est dans la mosquée. Et dans la prêche. Et dans la prêche, en fait, c'était une position politique qu'il a prise. Il n'a pas le droit de faire ça. Et la réponse qui a eu lieu, c'était une réponse, en fait, contre sa position politique, qui est aussi une expression politique libre et indépendante et tranquille. Il lui a répondu. Vous dénoncez la répression. Mais attendez, ce qui s'est passé, en fait. Il y avait Nasser Zefzavi qui a répondu au imam. Oui. Par la suite, le lendemain, on a arrêté 200, 300 personnes. En fait, il y avait une personne qui a répondu. Si on suit la logique du régime, bien évidemment, il y a la personne qui a répondu à l'imam. Après, on arrête une liste indéterminée d'activistes qui ont manifesté pendant longtemps. Mais au-delà de ça, là, aujourd'hui, avec ce qui se passe, on pense qu'on va arrêter la contestation au Maroc, mais ce n'est pas possible. Ça ne s'arrêtera pas. Parce que ce qui se passe au Maroc, c'est en fait, il y a deux choses. C'est qu'il y a des riches qui s'enrichissent sans fin, et notamment à leur tête le roi du Maroc qui, entre 99 et aujourd'hui, il a doublé 5 fois son patrimoine. C'est un très très bon nombre d'affaires. Moi je connais les chiffres précisément. C'est un très bon nombre d'affaires, je vous le dis là-dessus. Oui. Il a triplé, quadruplé, en tout cas x5 son patrimoine. Mais c'est pas là. Et la question aujourd'hui, c'est qu'en même temps, c'est que les gens s'appauvrissent. C'est que les gens s'appauvrissent. Et la pauvreté au Maroc, et dans le RIF, et dans pas mal de régions marocaines, elle est énorme. Elle est énorme. Et quand on parle du chômage, on est à des taux de chômage, par exemple, dans le RIF, qui avoisinent 40% pour les jeunes et tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, ces jeunes-là? Monsieur Hamdani, alors très rapidement, 2 petits points, très rapidement. Est-ce qu'on peut imaginer effectivement qu'il y a eu usage abusif de la force? Ce que j'entends, et j'ai eu l'occasion avec Younes Dinar lors de la dernière émission à laquelle vous m'aviez invité sur le même sujet, je me suis exprimé là-dessus, les manifestants ont franchi un seuil qui s'appelle le trouble à l'ordre public. Qu'il y ait eu des manifestations pacifiques dans un premier temps, je vais vous donner 3 exemples. S'il vous plaît. L'agression enregistrée le 6 février 2017 lors d'une marche à Imzouren, au cours de laquelle les forces de l'ordre ont subi des jets de pierre, 54 blessés parmi les corps de sécurité, des dégâts matériels, 33 voitures de service. Vous savez, je vais continuer. Je peux un deuxième, 2017, le 26 mars. Des individus qui ont caillassé les forces publiques stationnées toujours dans la ville limousine, mis le feu à un logement. Bon, je n'aime pas aller sur YouTube, mais pour ces... La dernière fois, c'est-à-dire, ça fait combien de mois vous nous aviez invités? Il y a longtemps avec Younes Dinar. J'ai été sur YouTube, j'ai vu de mes yeux vus, en regardant le lien Hoceima, des manifestants
qui sont réprimés par les forces de l'ordre, mais j'ai vu aussi des manifestants qui violentaient les forces de l'ordre. Donc il n'y a aucun débordement, il n'y a eu aucun débordement. Ça se passe partout. La réponse judiciaire a été une réponse dans le cadre de l'état de droit. Nous ne sommes plus, pourquoi diable voudriez-vous, tous malheureusement, souvent les journalistes, certains mouvements politiques, je ne connais pas bien votre parti politique, je ne voudrais pas lui faire injure, bloquer notre regard sur les années de plomb d'il y a très longtemps. Le Maroc a profondément changé sur cette question de la répression. Donc il y a eu aussi des débordements de la part des manifestants, mais ça se passe aussi à Paris. Quand il y a une manifestation place de la République, ou à Berlin, ou à Londres, ou à New York. Donc rétablir l'ordre fait partie. La première des libertés, c'est la sécurité. Une fois que ceci est dit, je l'ai dit en tant que juriste la fois dernière, s'il vous plaît. Pardon d'insister là-dessus. Qu'il y ait des excès, que les forces de l'ordre aient été trop loin, c'est possible. Et si c'est le cas, il faut que ce soit sanctionné. En revanche, il faut que ce soit sanctionné. En revanche, parler de la fortune du roi, mais enfin, si c'est un autre sujet. Oui, et admettons, sujet, que le roi ait une fortune, il est quand même curieux qu'il soit pauvre, alors que son ancêtre est le contemporain de Louis XIV. Roi de père en fils, vous voudriez qu'il soit pauvre. Enfin, il faut arrêter ce genre de discours. En revanche, la vraie question sur laquelle je rejoins Si Mohamed, il évoquait la question. Oui, alors la vraie question, moi je ne parle pas d'un homme d'affaires, je parle d'un homme politique. La vraie question, je ne parle pas de quelqu'un qui a fait fortune dans sa vie privée. Je parle de quelqu'un qui a fait fortune avec la politique. C'est différent. Est-ce que vous savez quels sont les avoirs de certains chefs d'État ? Et où ils sont placés. C'est pas la question. Donc, ce n'est pas le ne soyez pas dans un relativisme un peu absurde. C'est pas du relativisme. Vous êtes dans un essentialisme. Non. Si je suis dans le relativisme, la question c'est quelqu'un. Non, c'est quelqu'un qui fait de la politique. Je suis pas là en train de vous dire. Est-ce qu'il gouverne bien son pays? Voilà la question. Non, c'est effectivement. Selon moi, oui. Bon, alors, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, j'essaie de défendre l'idée. Mais de manière factuelle. Mais vous comparez la question de manière factuelle. Non. Je ne la compare ni à la Suède, ni à la Suède, ni à la France. Mais vous pouvez comparer à ce que vous voulez, vous pouvez comparer à l'Afghanistan, vous pouvez comparer aussi à l'Irak, vous pouvez comparer à ce que vous voulez. Moi je compare à mes espérances, à ce que je veux qu'il soit. Ah non, je ne dirais pas, parce que vous comparez à autre chose. C'est pas ça la question. La première chose, c'est la sécurité. La deuxième chose, c'est le développement. 3 militants ont été morts dans le Rif. C'est le droit à la vie. Protéger le droit à la vie. C'est dramatique. C'est pas la question de dramatique, c'est de rendre compte. Ça, il faut rendre compte. Vous savez combien il y a de morts On a des morts en 2011. On a des vidéos qui sont enregistrées. En 2011, des policiers qui ont encerclé. Vidéo à la pluie. Vous voyez, on rentre dans un débat de caillassage. Je finis juste cette phrase. Après, les policiers, il n'y a pas eu aucun blessé chez les policiers. La question, la question, on a aujourd'hui des crimes qui sont enregistrés. Est-ce que les manifestants ont aussi molesté les policiers ? Avec à l'appui des documents, des vidéos, il n'y a aucune sanction, même administrative, de la part de la police. Aucune sanction. Est-ce qu'il y a eu des manifestants qui ont molesté les policiers ? Oui, je vois que c'est là on est en face effectivement d'une équation, mais qui n'est pas exclusivement marocaine. Non. Dans les autres pays effectivement du continent, ce qui est dommage, c'est qu'on ne parle pas du fond, où il y a des crises régionales, effectivement, la question se pose, c'est toujours l'éternelle question de l'usage disproportionné de la force. Dans le cadre de l'état de droit, pour ce qui concerne le Maroc, dans le cadre de l'état de droit. En fait, moi, ce qui me choque un peu dans cette discussion, c'est le fait de mettre sur le même pied d'égalité les manifestants et les policiers. Voilà, les forces de l'ordre ne peuvent en aucun cas être mises sur le même pied d'égalité que les manifestants. Les manifestants, ce sont des citoyens qui, pour la plupart, sont ignorants de la loi, même si nul n'est censé ignorer la loi. Mais en général, c'est des gens qui sont portés par les passions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la police. Les policiers sont sous serment. Les policiers sont assermentés. Ils sont censés faire preuve de plus de retenue que le citoyen habituel ou ordinaire. Par conséquent, on ne peut pas mettre au même pied d'égalité les agissements des policiers aux agissements des manifestants. Et moi, je pense qu'on devrait être plus ferme et plus rigoureux avec les policiers et faire preuve, selon les circonstances, bien sûr, de la sanction idoine vis-à-vis des manifestants. La question aussi, Maître Nzamba, c'est que fait-on quand des manifestants
incontrôlée. On applique la loi, on applique la loi. Je veux dire, sur le terrain, s'en prenant des biens publics et même à l'intégrité. Mais on les interpelle, puisque les agents, les forces de l'ordre sont là pour interpeller, constater les infractions, ramener au commissariat et puis envoyer devant le parquet. Il y a une procédure. Les policiers, c'est ça, ils sont formés pour ça. Les policiers n'ont pas le droit d'exercer la force brutale, sauf en cas de légitime défense, sauf pour empêcher que en fait, puisque eux, ils sont porteurs de la force légitime. Hein. Ils ont le droit d'exercer la force dans les limites de ce que la loi leur reconnaît. Donc, c'est ça, c'est pour dire que les manifestants doivent respecter la loi. Au cas où ils ne respectent pas la loi, ils doivent être interpellés et jugés en conséquence. En revanche, les agissements de la police doivent être sanctionnés avec beaucoup de rigueur et de fermeté. C'est ça même un des critères d'un état de droit. Ouais. Donc, je veux dire, dans l'évolution de l'échelle des états de droit. Voilà, il faut tenir ça en compte. Et une fois que cela est dit, ça ne veut pas pour autant dire que les manifestants ont le droit de brûler, de caillasser la police, etc. Donc, c'est pour dire que dans la crise du RIF, on voit bien ici, ça suscite beaucoup de passion, là, sur la fortune, etc. Je pense que le vrai problème au cœur de tout, c'est l'accès je dirais, à un partage équitable des richesses, l'accès à la dignité. Parce que la dignité de l'être humain, c'est avant tout la capacité ou le droit d'avoir un travail, de pouvoir répondre à ses besoins quotidiens, de gérer sa famille et de se tenir droit comme un homme. Et ça, ce n'est pas des discours, ce n'est pas des simples limogeages qui vont régler ça. C'est des actes concrets. Et moi, je pense que les limogeages, en revenant sur les limogeages, comme je l'ai dit, il faut le saluer, mais en revanche, il faut traiter les causes des dysfonctionnements. Les causes. Si les causes des dysfonctionnements ne sont pas traitées, les mêmes causes, comme on le sait, produisent les mêmes effets. On le voit, on limogera autant qu'on voudrait. Et les causes seraient... Mohamed VI entreprend des mesures concrètes pour résoudre la crise dans le RIF. Sont-elles suffisantes? Y a-t-il nécessité d'autres mesures supplémentaires? Je propose qu'on en parle dans la troisième et dernière partie de notre émission après une courte pause. À tout de suite.